Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo embarquée, parce que quand on travaille, on n'a pas forcément le temps de tourner des vidéos, où parfois il est un peu tard, ou trop tard, ou c'est difficile, ou c'est compliqué. Et surtout que maintenant, j'ai toujours pas résolu mon problème de masse sur ma caméra. Donc je suis obligé d'utiliser deux outils différents et ensuite de faire le montage et de synchroniser comme on le faisait à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on enregistrait le son indépendamment de la pellicule. Donc vous savez, dans ces moments-là, quand vous utilisez un support audio complètement indépendant de votre caméra, vous faites pour qu'après au montage, vous faites la synchronisation. C'est hyper simple, c'est hyper facile. Nous avons entendu Macron qui vous a parlé. Alors, franchement, on ne sait pas où il veut aller avec l'Ukraine. On soutiendra l'Ukraine, coûte que coûte. Mais jusqu'où ? Il ne peut pas y avoir la paix tant qu'on n'aura pas trouvé les bonnes issues, les bons acteurs. Il est hors de question de faire un cessez-le-feu. Donc la guerre risque de durer. Alors beaucoup de baratins, en fait, pour ne pas dire la vérité. La vérité, c'est que, c'est ce que je vous ai dit depuis plusieurs vidéos, c'est que l'Ukraine, c'est un échec. L'Ukraine devait servir à pouvoir déstabiliser la Russie et, qui plus est, peut-être avec un coup de cul, destituer Poutine, sauf que ça n'a pas marché. Et comme on est dans le narratif occidental de la démocratie, de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, c'est open bar. Open bar à coups de millions, à coups de milliards, à coups de missiles, à coups de chars, à coups de... Bon, sauf que là, on sent bien qu'on veut essayer d'inciter, de pousser l'Occident à être plus impliqué dans le conflit. On a vu Moscou, dans la banlieue de Moscou, il y a eu des attaques, des drones, je crois. Et on a appris récemment que Belgorod a été également bombardé. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, pour ceux qui sont encore dans l'état d'esprit, oui, mais de toute façon, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine et blablabla, donc c'est normal, l'Ukraine se défend et tout. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'Ukraine, indépendante depuis 91, première indépendance, première souveraineté de ce pays. Même si certains me diront, non, oui, mais il a déjà... Oui, enfin, il existait 2 ans, 1 ou 2 ans, je crois, en 1919, 1918, avant que finalement la Russie, les soviétiques, finalement, disent, hop, on annexe. Donc, depuis 91, donc, l'Ukraine est indépendante, est un pays souverain, sauf qu'il y a quand même un héritage historique, un héritage ethnique, pour ne pas dire religieux, avec quelques conflits sur l'origine même. Qui sont les originaux ? Est-ce que ce sont les Russes de Moscou ou les Russes de Kiev ? Bon, les originaux, c'est les Russes de Kiev. Sauf qu'évidemment, chacun défend son bout de gras pour dire c'est nous qui avons donc la suprématie, c'est nous qui sommes hégémoniques sur la Russie. Bon, c'est un petit peu ridicule, je vous dirais au XXIe siècle, mais il y a des gens qui jouent avec ça. Qui plus est les Occidentaux. Tout ça pourquoi ? Parce que l'Ukraine, évidemment, en géopolitique, est un pays stratégique. La Biélorussie, on abandonne, puisque de toute façon, le régime est soutenu et est soutien de la Russie. On a vu une tentative au Kazakhstan, parce que le président kazakh commençait à faire un petit peu d'ouverture vers l'Occident, etc. Bon, sauf que ça commence à foutre le bordel. Et comme le Kazakhstan est en accord d'entraide avec la Russie, donc la Russie est intervenue au Kazakhstan pour enrayer
les insurgés. Mais l'Ukraine, on se souvient, ça a été des révolutions oranges, ça a été des conflits d'intérêts, ça a été des jeux d'influence, parce que là, oui, l'Ukraine, c'est bien un pays dans lequel il y a eu des jeux d'influence entre occidentaux et russes. C'est à celui qui va jusque en 2014, où l'Union européenne avait plutôt bien positionné ses jalons pour pouvoir réussir à attirer l'Ukraine de son côté. Le président de l'époque, dont son nom m'échappe, décide finalement d'abandonner le projet et de rester copain avec la Russie. Ce qui a provoqué évidemment le bordel, le Maïdan. Après, évidemment, on passera sur l'épisode Odessa, qui est la conséquence des propos de Poroshenko, qui était le nouveau président post-Maïdan, sur le fait que, de toute façon, ceux qui ne sont pas contents, plus particulièrement les russophones, on va leur faire fermer leur gueule. Je rappelle, parce qu'on a vu sur Internet des gens qui disaient oui, ils ont fait passer une loi qui interdisait l'usage du russe. Non, il y a une loi qui met l'ukrainien comme langue officielle. Mais dans la constitution ukrainienne, il y a des textes qui défendent les dialectes et langues régionales, et donc y compris le russe. Alors évidemment, vous allez me dire oui, ça c'est ce qui est écrit sur le papier. Bien sûr que c'est ce qui est écrit sur le papier. Malheureusement, certains ont profité de la situation pour commencer à régler leur compte avec les Ukrainiens russophones. D'où le fameux problème qu'il y a eu à Odessa. Je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé. Et du fait que ce sentiment nationaliste qui est instrumentalisé, qui est utilisé par les politiciens ukrainiens, alors Azov, le secteur droit, etc., néo-nazis, pour ceux qui connaissent, évidemment, il y a des Ukrainiens qui ont pris peur, donc ils se sont un petit peu repliés sur eux-mêmes. Et finalement, la Crimée a été annexée par la Russie, alors, dans des conditions, alors certains diront oui, il y a eu un référendum, sachant que la Crimée est majoritairement russophone, donc c'est normal qu'ils aient demandé une annexion à la Russie. D'autres vous diront non, ce référendum est illégal, puisqu'il n'émane pas de l'autorité et de la souveraineté même de l'Ukraine. Là, évidemment, on fera un petit aparté. On se souvient, il y a quelques années, l'Union européenne avait arrangé qu'il y ait un référendum en Alsace, c'était le Haut-Rhin et le Bas-Rhin plus particulièrement, pour demander à nos compatriotes s'ils acceptaient que ces deux départements finalement soient pratiquement annexés à l'Union européenne, c'est-à-dire que ces départements reçoivent directement des ordres de la Commission européenne sans passer par le Parlement, sans passer par la souveraineté même de l'État-nation de la France, de la République, c'est-à-dire Paris, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, le pouvoir exécutif et législatif. Bon, sauf qu'évidemment, le référendum, ça a été non. Est-ce que là, vous avez des gens qui disent « Oui, regardez, l'Union européenne a quand même influencé un référendum dans 2 régions de France. C'est illégal. » Non. Et donc, après, il y a eu le Donbass. Alors, on a entendu Donbass, oui, ouais, il y a des Russes, donc c'est la preuve qu'il y a un interventionnisme russe. Écoutez, si un interventionnisme russe en envoyant des soldats russes qui n'officient pas au nom de l'armée russe, mais pour des mercenaires, pour des sociétés privées, etc., que dire de ces Américains, Britanniques, Français, Israéliens, de tout ce que vous voulez, qui sont actuellement dans les compagnies internationales commandées par l'armée ukrainienne? Parce que si ça marche pour les Russes, ça doit marcher aussi pour les Américains. Donc ça veut dire que les Américains sont sur le territoire russe, sont sur le territoire ukrainien, et donc participent à la guerre. C'est évidemment une question de sémantique. Référendum, le Donbass, 2014, guerre civile, parce qu'on peut dire que c'est une guerre civile. Ce sont des citoyens d'un même pays, mais qui, par cause d'une divergence de point de vue,
malheureusement, on finit par se fracturer. On estime qu'entre 2014 et jusqu'en 2020, c'est en 2020 que Poutine a déboulé en Ukraine. Non, 2021. 15 000 morts du côté du Donbass. On connaît le chiffre puisque c'est cette journaliste qui avait fait des reportages et qui par la suite, évidemment, après l'attaque russe, s'est fait traiter de tous les noms, d'être une agent de Poutine et tout le tralala. C'est Bonnel, Isabelle Bonnel, je ne sais plus son prénom. Enfin voilà, le contexte est là. Donc là, la Russie a attaqué l'Ukraine sous le prétexte d'avoir, on peut dire, des compatriotes russophones, ukrainiens, qui risquent leur vie face à une montée d'un nationalisme au sein des institutions ukrainiennes. Mais alors, ce qui est formidable, c'est que tous les spécialistes, experts et compagnie que vous voyez sur les plateaux de télé, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi dans mes vidéos, je l'avais dit, je le répète, aujourd'hui, officiellement, la Russie n'a pas déclaré de guerre à l'Ukraine et l'Ukraine n'a pas déclaré de guerre à la Russie. On est donc dans une situation de statu quo où un pays a agressé un autre et voilà. Et ça a gesticulé évidemment dans la communauté internationale, blablabla, etc. Mais comme aucun des deux pays ne se sont déclarés la guerre, eh bien même les petits jeux d'alliance ou les revendications, les légitimités que ce soit de l'OTAN ou des Nations Unies, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, il y a un agresseur qui est la Russie, on aide l'Ukraine à se défendre contre la Russie, mais on ne peut pas intervenir. On ne peut pas intervenir si ce n'est être des co-belligérants, mais sans être officiellement engagés auprès de l'Ukraine. On est soutien de l'Ukraine, mais on ne participe pas à la guerre à l'Ukraine. D'où la raison pour laquelle on espérait que la communauté internationale, avec ses sanctions, les sanctions de l'Union européenne contre la Russie et tout le tralala, que ça allait rapidement, vite fait torcher, que ça allait foutre la Russie par terre, économiquement, socialement et tout le tralala. Sauf que ça n'a pas marché. D'autant plus que ça n'a pas marché parce qu'ils espéraient dégager Poutine et comme ça ils sauvaient les contrats qu'ils avaient avec Gazprom sur l'énergie, sur le gaz, etc. Sauf que ça n'a pas marché. D'où le merdier énergétique en Europe. Ce qui a servi d'ailleurs les intérêts des Américains, puisque les Américains se sont pointés à la porte de l'Europe en disant si vous voulez, on peut vous aider, on peut vous vendre notre gaz de schiste. Non mais attendez. Dans ces situations-là, il n'y a pas de petits profits. Les petits opportunistes, mais ils sont là. Je veux dire, même la France avec la Syrie, même la France avec l'Ukraine, vous avez des gens au gouvernement qui sont en train de tabler comment on va pouvoir positionner des entreprises françaises pour la reconstruction de l'Ukraine. Comme on l'a fait pour la Syrie. Parce qu'on avait anticipé le fait qu'on allait réussir à dégager Bachar al-Assad. Et donc là, tous les vautours se sont jetés sur la Syrie pour essayer de signer des contrats exclusifs, etc. Donc, il y a un business derrière. Ne soyez pas naïfs. La guerre en Ukraine est une guerre préparée, prévue, avec derrière des enjeux financiers, avec derrière des gens qui se frottaient les mains en pensant que ça allait durer quelques mois et qu'une fois que Poutine était dégagé ou une fois que Poutine était repoussé dans ses tranchements, hop, ça y est, on déboule en Ukraine, on signe des contrats, des machins, on te reconstruit, on t'aide à la reconstruction, on te file un crédit, etc. Mais par contre, en échange, rappelez-vous, on en a parlé, BlackRock, Vanguard, eux, ça y est, ils ont signé. Bon, ils ont signé, mais c'est pas
pour une période moyen ou long terme. C'est pour une période court terme. Si à court terme, la guerre en Ukraine ne se résolve pas, BlackRock et Vanguard vont perdre évidemment leur exclusivité. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, quand Macron dit oui, la guerre risque de durer, pensez bien qu'il y a d'autres entreprises qui disent vaut mieux qu'elle dure. Parce que si elle dure, nos concurrents, ils risquent de perdre leur contrat qu'ils ont signé avec les autorités ukrainiennes pour avoir l'exclusivité sur tel ou tel marché, sur leur construction, sur la rénovation, la restauration des infrastructures. Vous voyez ce que je veux dire. Donc quand Macron nous dit la guerre va continuer, elle va durer. Ouais, mais avec quel argent? Parce que c'est notre argent quand même. Quand la France ou l'Europe envoie des millions d'euros, du matériel, etc., c'est quand même... Tout est payé avec vos impôts. Non mais... Parce que quand Macron dit j'envoie 30 millions à l'Ukraine, déjà les caisses sont vides. Donc ça veut dire qu'il fait un prêt ou un emprunt de 30 millions et que c'est vous qui remboursez l'emprunt. Et que Macron, lui, en filant 30 millions à l'Ukraine, évidemment, Zelensky, lui promet, écoutez, c'est gentil de nous filer 30 millions, donc on veut un truc en échange. En échange, c'est tu préserves le marché exclusif à des entreprises françaises, etc. Donc au final, vous, petits citoyens français contribuables, qu'est-ce que vous allez avoir en retour de ce que vous allez payer en remboursement d'une dette supplémentaire pour filer 30 millions d'euros à Zelensky, à l'Ukraine? Rien. Non. À la rigueur, si vous êtes une entreprise et qu'on vous dit, tiens, on ouvre des succursales, on a un monopole sur un marché en Ukraine, etc., ça t'intéresse d'aller bosser en Ukraine? Oui, pourquoi pas? Mais faut pas rêver. Arrêtons de rêver. Donc en gros, vous payez la facture, mais vous n'avez rien en retour. Non mais... Et après ça, on vous fait la morale, on vous fait culpabiliser à un moment donné de poser des questions. De poser les mauvaises questions. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils sont extrêmement prudents, c'est-à-dire qu'ils gardent le champ narratif, nous soutenons l'Ukraine et blablabla, etc. Mais Biden sait que de toute façon, il est hors de question que les États-Unis mettent un pied officiellement en Ukraine. Et non seulement avec du matériel américain, le deal c'est ok, tu t'en sers pour défendre ton pays contre l'armée russe, mais en revanche, interdiction de t'en servir pour attaquer la Russie. Là d'ailleurs, Washington, sur les attaques à Moscou et Belgorod, Washington le dit, nous ne soutenons pas ce genre d'action. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons bien été clairs qu'il est hors de question d'attaquer le territoire russe. Parce que si l'Ukraine attaque le territoire russe, alors je sais, il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais c'est bien les Russes qui ont attaqué l'Ukraine. Donc pourquoi l'Ukraine n'aurait pas le droit d'attaquer la Russie ?» Mais parce que la Russie a attaqué l'Ukraine, mais elle a attaqué l'Ukraine par le biais de territoires que, de son point de vue, lui appartient. Le Donbass est reconnu maintenant terre russe. Mais comme nous sommes les Occidentaux et que les Occidentaux, nous ne reconnaissons pas cette décision, nous ne reconnaissons même pas d'ailleurs la Crimée en tant que territoire russe. Donc pour nous, évidemment, c'est une... Mais voilà, c'est un problème de sémantique, de géopolitique, que la plupart des gens ne comprennent pas. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas attaquer les Russes en Ukraine. Mais que si les Ukrainiens s'amusent à attaquer la Russie, eh bien dans ce cas-là, la Russie peut avoir la légitimité de dire « nous déclarons la guerre à l'Ukraine puisqu'elle nous attaque sur nos terres ». Et d'ailleurs, j'ai envie de préciser,
si on est dans la logique des choses, il y aurait déjà longtemps que Poutine aurait dû dire « Je rappelle, la Crimée est une terre russe, je rappelle, le Donbass est une terre russe. » Donc, quand des Ukrainiens tirent sur ces territoires-là, c'est comme s'ils tiraient sur la Russie. Mais bon, jusqu'à présent, ils temporisent. Ça risque l'escalade. Et ça, Macron le sait. Il le sait très bien. Il le sait très bien que lui et l'Europe, ils ont mis le doigt dans un engrenage où, tôt ou tard, soit ils acceptent une négociation avec Poutine, c'est-à-dire que finalement l'Ukraine, on la sanctuarise, mais on la sanctuarise finalement comme on a fait avec la Corée. C'est-à-dire qu'on décrète une frontière comme on l'a fait avec Chypre, comme on l'a fait aussi avec une partie de la Grèce, je crois, une partie turque, je ne sais plus. Enfin, vous avez comme ça des endroits où il y a des territoires qui logiquement sont des territoires qui devaient ou qui appartiennent normalement à un pays, mais qui ne leur appartiennent plus parce que, suite à une guerre civile, etc., on a calmé le jeu, on a fait un traité de paix, et puis voilà. Tiens d'ailleurs, petite info pour vous, pour mémoire, je rappelle que entre la Corée du Nord et les États-Unis, ces deux pays sont toujours en guerre. Il n'y a pas eu de traité. Il n'y a pas eu d'accord. Officiellement, les États-Unis et la Corée du Nord sont toujours en guerre. Donc vous comprenez pourquoi la raison du problème de l'arme nucléaire nord-coréenne, parce que évidemment, ça pose problème. On a même entendu les gens, mais pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas des armes nucléaires à l'Ukraine ? Comme ça... parce qu'il y a un moment donné, la réalité est que l'Ukraine n'est qu'un jeu de géopolitique. Mais l'Ukraine n'est pas un allié. L'Ukraine n'a pas de raison de recevoir des armes nucléaires, que ce soit des Américains, des Britanniques, voire même des Français. Ça serait enfreindre des traités de non-prolifération. Vous allez me dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un traité ? Puisque de toute façon, quand il y en a un qui décide tout le contraire de ce qui a été signé au niveau des traités, il se torche le cul avec et roule ma poule. Donc, Macron, la guerre risque de continuer, la guerre d'être longue. Qui finance ? Vous, évidemment. Mais il va falloir trouver un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente, sous-entendu que la guerre, elle risque de durer, mais nous, ce qu'on veut, c'est justement qu'elle ne dure pas. Il faut qu'on trouve une solution. Parce que moi, en tant que président de la République, à force de filer des chars, des missiles, des armes, des munitions et du fric, les Français commencent à se dire « Il y a des Français aujourd'hui qui crèvent la dalle. On a des institutions, on a des hôpitaux, on a des écoles, on a des lycées, on a des infrastructures sociales qui sont en lambeaux. Et toi, tu trouves des milliards d'euros à envoyer à l'Ukraine. » Oui, mais c'est la solidarité française. Oui, d'accord. Alors, solidarité française, c'est-à-dire qu'en fait, vous préférez la solidarité envers l'étranger plutôt qu'envers nos compatriotes. Après, vous allez venir pleurer qu'il y a une montée du Front National, du Rassemblement National. D'ailleurs, tout le petit jeu là actuellement, le Rassemblement National n'est que l'héritage du pétainisme. Mais ils ont quel âge ? Mais oui, comme d'habitude, je vous l'ai dit, tant qu'il y aura des Français, tant qu'il y aura des gens pour boire comme du petit lait, ce genre d'affirmation à la con, ils continueront. Donc le fait est, c'est que déjà, nous aux États-Unis, là, le plafond de la dette, il va être relevé, c'est pas un souci, mais à quel prix ? Déjà des républicains qui ne sont pas d'accord, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Mais le problème, c'est que l'année prochaine,
nous sommes appelés à voter pour changer le président. 2024, et oui, 4 ans, c'est déjà 4 ans. Donc entre Biden qui veut se lancer dans la course à sa réélection, entre Trump et DeSantis, où il va y avoir forcément une compétition, et les démocrates qui, eux, en grande majeure partie, espèrent que Biden va lui arriver quelque chose d'ici là, allez savoir, pour changer leur fusil d'épaule, c'est un peu le bordel. Et donc, que ce soit les républicains ou les démocrates, ils savent, ils ne peuvent pas entrer en guerre en Ukraine. Parce que déjà, l'Irak et l'Afghanistan, c'est resté en travers de la gorge de beaucoup d'Américains, raison pour laquelle beaucoup d'Américains ont voté Trump, parce que justement, c'était pour eux un moyen de dire aux démocrates et aux républicains, parce que je vous rappelle, Trump, il a été élu sur le compte des républicains, mais parce qu'il a réussi à voler la primaire. Mais ces Américains-là, aujourd'hui, c'est pas sûr qu'ils revotent Trump. Je pense plutôt d'ailleurs que ces Américains-là auraient plutôt tendance à aller plutôt vers DeSantis que Trump. Et ils le savent, les démocrates. Ils savent que il y a beaucoup d'Américains qui en veulent aux politiciens traditionnels, qu'ils soient démocrates ou républicains, du foutage de gueule qu'a été l'Irak, du foutage de gueule qu'a été l'Afghanistan. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour les Français à comprendre. C'est comme si les Français, on avait été en Irak et en Afghanistan, on est allé d'ailleurs en Afghanistan, et on y a laissé d'ailleurs quelques Français. Allez voir les familles des Français qui ont été tués en Afghanistan, et posez-leur la question, à votre avis, est-ce que ça valait le coup ? Est-ce que ça valait le coup que votre fils, votre fille aille dans une guerre qu'au final, pour rien ? Bah, ça pose un problème. Sauf que bon, en France, il y a quelques dizaines de mecs qui sont restés. Alors que les Américains, il y en a quand même un sacré paquet. Et d'ailleurs, maintenant ils font très attention quand ils font des célébrations avec des vétérans, de choisir les bons vétérans qui risquent pas à un moment donné d'ouvrir leur gueule. C'est-à-dire de prendre des vétérans qui soient des gentils petits moineaux, très consensuels, très complaisants, qui vont faire le garde à vue avec le grand sourire ultra bright, faire le grand garde à vous avec le salut devant le drapeau, et faire pleurer dans les chaumières. Parce que ça aussi, ça fait partie des outils de sensibilisation, d'hypersensibilisation, d'émotionnel. Vous en avez certainement vu toutes ces vidéos où vous voyez des soldats américains qui font la surprise à leurs membres de famille, à leurs maris, à leurs femmes, à leurs enfants, etc. Émotionnellement, ça marche du feu de Dieu. Bon. Donc aux États-Unis, faire entrer l'armée américaine en Ukraine contre la Russie, pour l'instant, c'est niet. Tout du moins pas avant 2025. Mais c'est la raison pour laquelle, ça se trouve, Macron dit ça. La guerre va durer. Elle va durer parce qu'il va falloir attendre l'élection présidentielle américaine. Donc la raison pour laquelle je vous dis que vous allez payer la facture. Parce que c'est l'Europe qui va financer, de permettre à Zelensky de garader un profil, et Poutine, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Je vous l'avais dit, pour moi, Poutine, son intérêt, c'est de fixer le conflit. C'est de laisser les Ukrainiens se péter le nez contre des positions défensives. D'où la raison pour laquelle on le titille un peu, on balance des trucs à Moscou, etc., en sachant qu'on n'en sait rien encore, mais il y a eu pas mal de problèmes, d'incendies en Russie. On avait vu à Sébastopol, je crois, à Sébastopol, un centre de stockage de pétrole qui a été incendié.
Mais bon, on n'a pas trop d'informations, savoir est-ce que c'est accidentel, etc. Ça peut être accidentel parce qu'en Russie, malheureusement, ils ne sont pas très regardants, ils ne sont pas très rigoureux dans le respect des règles de sécurité, etc. Donc, c'est vrai qu'en Russie, ça arrive assez souvent qu'il y ait des accidents de ce type-là. Mais allez savoir, est-ce que c'est pas aussi du sabotage? C'est-à-dire des gens qui agissent à l'intérieur de la Russie pour foutre le bordel. Mais ça, on n'en sait rien. Chacun a sa version. Maintenant, évidemment, la question, c'est de savoir jusqu'où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à novembre 2024 en attendant l'élection présidentielle pour savoir quel président ou savoir finalement quelle orientation on va prendre, etc. Ou est-ce que d'ici là, ils vont mettre, je sais pas, est-ce qu'ils vont provoquer Poutine, est-ce qu'ils vont essayer d'assassiner Poutine, est-ce qu'ils vont essayer d'engager des processus de contestation en interne, j'en sais rien. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire comment Poutine va négocier le tournant. Donc là, on ne peut que attendre. On peut attendre la grande offensive. Ouais, on l'attend toujours, la grande offensive. Parce que je rappelle quand même que sur place, il y a quand même des sons relativement dissonants en ce moment, qui fait que ça rejoint ce que je disais, hein. Il va y avoir un moment donné où il n'y aura plus suffisamment d'Ukrainiens pour envoyer sur le front. Donc apparemment ils essayent de dissuader des jeunes Ukrainiens d'aller de rentrer dans l'armée, de les incorporer dans l'armée pour les envoyer au front. Sauf qu'ils sont mal formés, pas formés du tout d'ailleurs, et en réalité ils envoient de la chair à canon. C'est-à-dire qu'ils essayent apparemment de garder les rares vétérans, les rares soldats opérationnels, compétents pour leur fameuse offensive, et le reste, ils envoient ça au front, mais qui se font littéralement massacrer. Donc, la théorie des dominos, là on peut dire qu'elle peut s'appliquer. C'est-à-dire qu'il suffit d'une pichenette, il suffit d'un événement majeur contre la Russie, contre Poutine, dont on mettra ça sur le compte de Pierre, de Paul, de Jacques, hein, comme Nord Stream 2. Nord Stream 2, alors un coup, c'était les Russes, un coup, c'est les Américains. Là, ça y est, on a un rapport qui semblerait démontrer que, en réalité, c'est l'Ukraine. Enfin, on ne dit pas que c'est directement l'Ukraine, on dit que c'était peut-être commandité par l'Ukraine, mais ça se trouve peut-être exécuté par les Américains, et que pour sauver la tête des Américains, on est en train de mettre ça sur le dos de l'Ukraine. Enfin, de toute façon, on va pas revenir dessus. La Russie, il y a des gens hyper convaincus que c'est les Russes, parce que Poutine c'est un crétin, c'est un facho, et blablabla, et blablabla. Sauf que ces gens qui ont ce narratif-là, aujourd'hui, ils sont de moins en moins crédibles. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce qu'a dit Macron par rapport à l'Ukraine. C'est-à-dire, en fait, ils sont face à un mur. C'est-à-dire qu'en réalité, on sent bien qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, ils ne savent pas quoi faire, qu'ils sont mis le pied dans la merde, mais ils ne savent pas comment le ressortir. Le ressortir sans se désavouer de toute cette mascarade entre l'Ukraine et la Russie, ou de rester le pied dedans et peut-être de mettre le deuxième pied aussi dans la merde. Sauf que là, est-ce que vous autres Français, vous êtes d'accord pour que la France rentre en guerre contre la Russie en mettant le pied en Ukraine? Je pense qu'à mon avis, malheureusement on ne le saura jamais parce qu'ils ne feront jamais de sondage dans ce sens. Ils font des sondages plutôt dans le contraire. Ils vont essayer de sonder des gens pour savoir est-ce qu'ils sont d'accord pour que la France soutienne de façon absolue l'Ukraine. C'est-à-dire on fait la guerre, hein. C'est-à-dire qu'on envoie des soldats, du matériel, toujours à vos frais, hein, évidemment, vous comprendrez. Donc voilà, prochaine vidéo, attention, ça va être du lourd.
j'ai réussi à obtenir un fichier zip. Et je pense que la vidéo, elle va être costaud parce que c'est une vidéo qui va concerner les contenus du portable d'Hunter Python. Et d'ici là, portez-vous bien.